Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Aujourd'hui, grosse émission sur la fin du mercato. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Sommes-nous satisfaits? Nous tenterons de répondre à ces questions avec Diego et Kierisme sur Twitter. Salut Diego. Salut, ça va? Ça va. Yams, salut et merci les gars d'être venus. Salut, merci pour l'invitation. Et Théo, salut Théo. Salut à tous. Nous terminerons l'émission par l'élection du joueur du mois by Milan Actu. Yams, Milan a-t-il réussi le mercato selon toi? Alors, est-ce que le mercato de l'AC Milan a été réussi? J'ai envie de dire oui et non. On a fait un recrutement plutôt intelligent, dont je suis très content. Un recrutement peu coûteux, donc c'est très bien pour la santé financière du club et pour une future vente, parce que je pense que Kajidis cherche à stabiliser les comptes. Mais de l'autre côté, j'ai envie aussi de dire non, parce que les recrues, quand on regarde Diaz et Dalot, c'est des arrivées en pré-sec. Ouais. On manque de doublure à certains postes. Le poste de doublure de neuf qui n'est pas remplacé, un défenseur central qu'on nous a promis qui n'est jamais arrivé, des dossiers aussi importants qui n'ont pas été gérés, comme la prolongation de Donnarumma. Moi, je trouve ça assez regrettable qu'on ne l'ait pas prolongé. Ça va arriver après. Ça va arriver. Les prolongations, là, on en parle cette semaine avec Donnarumma et Akan notamment. Ça devrait se faire juste après la fin du mercato. Donc, on verra dans les prochaines semaines si oui ou non ces deux joueurs prolongent. Oui, et plus globalement, je trouve qu'il est un petit peu insuffisant et qu'il manque un petit peu d'ambition, ce mercato. J'ai l'impression que ce mercato a été fait juste pour tenir le 11 type avec lequel on mène cette super série. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment, à part Tonali, il n'y a pas vraiment de plus-value qui vient de se rajouter au 11 et ce sont juste des remplaçants. Je trouve qu'il manque un petit peu d'ambition. Très bien. Ton avis, toi, Diego? Moi, je pense que c'est un mercato plutôt positif. Moi, mon avis, c'est que d'un côté, on a un renforcement qui est clair, parce qu'on voit comment la profondeur de banc est, je pense, plus marquée. Quand l'année dernière, on devait sortir des Biglia du banc pour faire tourner et que maintenant, on a Tonali, on a Brahim Diaz, je pense que c'est beaucoup mieux. Surtout qu'en plus, ça fait baisser la moyenne d'âge du club. On a une équipe qu'on peut imaginer sur le long terme. Bon, après, sur Brahim Diaz, il va falloir voir si on peut réussir à caler une option d'achat. Mais j'aime beaucoup disons, la méthode qu'ont Maldini et Massara de gérer ce club. On voit qu'ils ont, au-delà du projet que je pense est à court terme avec Pioli, on voit qu'ils font des investissements avec des jeunes talents qui vont chercher pour pas cher. Je pense qu'on voit qu'il y a une réelle intention de préserver une future équipe. Et même au niveau des ventes, les peu qui ont été faites, je pense qu'elles sont logiques. Le départ de Ricardo Rodriguez, par exemple, était complètement nécessaire, je pense. Même si maintenant on n'a plus vraiment de doublure pour Théo, je pense qu'il ne devait pas rester au club. On a réussi quand même à choper assez d'argent, par exemple, pour Paqueta ou Suso, qui, je pense, si on les avait laissés au club, auraient perdu un peu de valeur. Je rappelle les arrivées. Du coup, Pierre Kaloulou pour 500K, Émile Robac pour 1,5 million. Mais ces deux joueurs sont destinés, je pense, à la Primavera. Brahim Diaz en pré-sec, tout comme Diogo Dalot. Sandro Tonali pour des bonus qui iront jusqu'à 35 millions. Jens-Peter Haug. Alors ça, on parle d'un transfert de 4 millions. L'autre jour à la télé, on parlait d'un transfert d'1 million, mais je crois que c'est bien 4 millions. Donc voilà pour les arrivées, sans parler des arrivées définitives de Kjaer Rebic et Sailmaker et Zlatan Ibrahimovic. Au niveau des départs, Paqueta pour 20 millions, 20 ou 22 millions, 20 millions je crois. Suso aussi qui est parti après l'option d'achat levée par Séville grâce à leur qualification en Champions League. Bilia Bonaventura libre de tout contrat et Ricardo Rodriguez qui est parti pour 3 patates et un sneakers du côté du Torino. Donc voilà les arrivées et les départs, messieurs. Au niveau des départs, vous êtes plutôt satisfait ou pas? Paqueta, Ricardo Rodriguez, Suso?
Moi, je suis plutôt satisfait. Je trouve que c'était des dossiers importants à gérer au club. Mm. Il y avait certains joueurs qui étaient devenus totalement indésirables, donc comme tu dis, Rodriguez qui n'allait plus mettre le pied sur le terrain si Théo Hernandez n'était pas absent. Mm. Et on s'en tire assez bien. Bon, même si on l'a vendu pour pas cher, on, on se débarrasse de ce genre de joueurs qui ne sont plus au niveau et on arrive à tirer un petit peu plus d'argent. Enfin, tout doucement, on commence à tourner vers une autre page. Et oui, je suis content que certains de ces joueurs soient partis du club cet été, même si il manquerait encore Conti ou Duarte, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir. Ça aurait été bien aussi de les faire partir. Moi, je pense plutôt que c'est un peu le principal regret que j'ai sur ce mercato, le fait qu'on n'ait pas réussi à vendre beaucoup des indésirables qui ont dû rester finalement. Bon, après, par exemple, le cas de Duarte, je pense que c'est plutôt le fait qu'il a chopé le coronavirus qui a causé qu'il ne puisse pas quitter le club. Et donc, je pense que sa vente était plus ou moins assurée avant cette complication. Mais par exemple, le cas Conti, on n'a pas pu se débarrasser de Conti. Du coup, maintenant, on a 4 joueurs à ce poste-là. Mm. On a Laxalt qui n'a certes a été prêté, mais qui n'a pas été vendu. Ouais. Et je pense que c'est le fait de ne pas avoir réussi à vendre ces joueurs qui a fait que finalement, on n'a pas pu mettre ces 5 millions de plus, par exemple, pour aller chercher un Simakan ou un Kabak ou un défenseur central ou une doublure Ouais. de Zlatan. Je Après, pense moi, que la c'est ça. question que je me pose, c'est est-ce qu'on a bien fait de ne pas se précipiter? Parce que finalement, moi, quand je vois le mercato, qu'on n'ait pas fait de folie dans les derniers jours, après, voilà, ça reste au Dalot, c'est dans les derniers jours, mais c'est un prêt sec, donc on n'a pas mis de somme astronomique dessus. Mais pour moi, voilà, regardez le problème qu'on a déjà avec Tonali, j'ai l'impression, même pour un joueur que tout le monde s'arrache, on va avoir du mal à l'inscrire dans la rotation. Après, il viendra bien sûr sur le long terme, mais déjà Kessié et Benasser sont pas si faciles que ça à déloger. Et du coup, on se retrouve déjà avec un problème de riche, de savoir, punaise, comment on le met, notre Tonali, dans ce dispositif. Donc voilà, c'est déjà, je pense qu'on n'a pas fait un mercato, on a recruté 11 titulaires comme il y a 2-3 ans avec Fassonnet et Mirabelli. On a recruté un titulaire voilà, qui sera Tonali. Mais derrière, on n'a pas cherché à bousculer cet effectif parce que cet effectif n'a pas perdu depuis 19 matchs et va bien. Donc, vous voyez, on a recruté Dalot qui, lui, est un joueur qui sait jouer latéral gauche et latéral droit. Donc, du coup, il peut pallier à l'absence d'un Calabria ou Théo si jamais blessure ou Covid. On a recruté un Brahim qui est la doublure idéale à mon sens pour Hakan Çalhanoğlu. Voilà, parce que Paqueta n'était plus du tout dedans et on a quand même récupéré 20 millions sur Paqueta et Brahim, c'est un prêt sec. Mais après, le Real est prêt à négocier en fin de saison parce que je vois pas comment Brahim pourrait s'imposer tout de suite au Real Madrid. Donc je pense que voilà, dans les deux cas, s'il marche bien chez nous, ouais, après, bien sûr, s'il explose, ce sera compliqué de le garder. Mais s'il fait une saison pas trop dégueu, qu'il assume ce rôle de doublure de Hakan, je pense qu'il y aura moyen de négocier avec lui. Donc voilà, moi, je suis plutôt satisfait de ce mercato parce que finalement, on a recruté là où il fallait. Après, bien sûr, le poste d'ailier droit reste quand même une belle interrogation. Mais je suis content qu'on n'ait pas fait de folie à mettre 50 millions sur Chiesa parce que franchement, je pense que, OK, la Juve peut se le permettre. Mais nous, si on met 50 millions sur un gars et on n'est pas sûr à 200% qu'il fonctionne, voilà, on a vu que c'était le cas avec plusieurs joueurs récemment, Kalinic, Piatek, Paqueta. On a tenté des grosses sommes sur ces joueurs qui ont, voilà, la somme était trop grande pour eux, le maillot était trop lourd à porter. Donc voilà, moi je suis plutôt satisfait de. Et puis de toute façon, le mercato hivernal est fait pour. J'ai envie de vous dire, si jamais il y a des réglages à faire, si jamais on voit vraiment que Saelmakers, Castillero, voilà, ça va pas du tout. Le mercato hivernal, on aura les fonds liés à la vente de Paqueta juste à la fin du mercato pour essayer de recruter à droite à gauche où il nous faut. On ne sait pas pour l'instant, j'ai l'impression que ça marche. Kier, Romagnoli et Gabia. Musacchio, ça reste quand même une bonne quatrième option, faut pas se mentir. Je pense que c'est un joueur qui aurait sa place dans pas mal d'équipes de Liga BBVA, je pense, de Liga Santander maintenant. Mais voilà à peu près mon avis. Je pense que c'est plutôt un mercato assez réussi. Bien sûr, on aurait pu aller chercher 2-3 joueurs, notamment sur le couloir droit et le poste d'ailier droit, même en doublure de Zlatan. Mais je pense que Pioli fait confiance à Leao pour ce rôle-là et à Stelmakers qui réalise un début de saison, ma foi, pas trop dégueu, j'ai l'impression. Théo, ton avis, toi, sur la question, sur le mercato?
Je pense que tu revenais justement sur la charnière. J'ai des petits doutes quand même. Moi, j'ai des petits doutes. Je trouve ça léger. Je trouve ça léger parce que Musakio, je peux plus avoir cette clémence qu'on a eue avec lui précédemment. C'est un joueur qui a du temps en temps de jeu, en tant que titulaire, en tant que cadre, qui a toujours été en dessous, largement en dessous en cran de Romagnoli. Et la clémence qu'on a par rapport à Gabia, moi, elle me semble pas non plus justifiée. C'est un joueur que je trouve très, très tendre dans les duels, impressionnant encore face à Rio Ave. Le problème, c'est qu'on n'a aucun remplaçant fiable. Léo Duarte, pour moi, doit retourner au Brésil. C'est pas encore fait. On n'a pas réussi à le renvoyer là-bas. Il nous reste Kerr qui tient tant bien que mal la baraque. On espère avoir Romagnoli pour le derby. Il a commencé sa réathlétisation cette semaine. Mais derrière, il y a des problèmes. C'est indéniable. Et j'espère qu'on arrivera à trouver un défenseur central d'ici le mercato hivernal parce que pour moi, c'est l'une des priorités. Tu parlais du couloir droit. C'est l'une des satisfactions, je pense. Kaloulou va progressivement monter en puissance et pour l'instant, je suis vraiment pas pour l'idée de revoir Conti sur le terrain. Calabria revient bien. Calabria Moi, Calabria me donne satisfaction pour le coup. Ça faisait partie des joueurs qui sont en demi-teinte. J'ai toujours préféré Calabria à Conti parce que je trouve vraiment Conti très léger défensivement. Après, il y a aussi ce contexte de son rôle à l'Atalanta où il a eu du mal à s'adapter, ses blessures. Il est encore blessé, Conti. Mais pour l'instant, je n'ai pas à plaindre par rapport à Conti. Au milieu de terrain, je pense que c'est l'un de nos points forts. On assure un troisième joueur pour la rotation derrière Kessié Benasser, en la personne de Sandro Tonali, qui plus est un joueur jeune. Donc pour l'avenir, c'est quand même une bonne chose. Rade Krunic reste là, même si on sait qu'il a un cran en dessous. On l'a vu face à la Spezia, mais c'est pas grave, entre guillemets, parce qu'on a Tonali. Couloir droit, c'est pour moi le recrutement de Brahim Diaz nous enlève une énorme épine du pied parce qu'on avait deux joueurs polyvalents qui étaient capables de jouer à gauche et dans l'axe, en la personne d'Akan Çalhanoğlu et d'Ante Rebic, mais on n'avait aucun joueur qui était capable de jouer dans l'axe et à droite. On l'a vu avec Brahim Diaz, de ce qu'il a fait sur ses premières rencontres, c'est un joueur qui est capable de jouer à plusieurs postes. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Rafael Leao, on l'a vu face à la Spezia, qui a été bon en pointe et très mauvais sur le couloir gauche. Brahim Diaz, lui, il est capable d'enchaîner ces deux postes-là. Il était en 10 au coup d'envoi face à la Spezia et il a apporté beaucoup de choses. Et il a déjà joué à droite lors de son premier match avec Croton, face à Croton, si je ne dis pas de bêtises. Il était très bon. Diego? Moi, je pense quand même que par rapport à ce que Théo a dit sur le milieu de terrain, c'est vrai que Krunic, je ne pense pas. Je pense qu'il aurait fallu garder soit Pobega, soit Brescianini. Je pense que c'était de préférence Pobega parce qu'il a plus d'expérience. Mais je pense que c'était à eux de jouer le rôle de quatrième milieu de terrain dans la rotation. Et Krunic, j'ai aussi mes doutes sur sa capacité à assumer ce poste. Ouais, je suis d'accord. À ce rôle-là, après, voilà, peut-être que un rôle en Ligue Europa aurait été peut-être un peu trop grand pour un Pobega ou un Brescianini. Et encore que je les mets pas forcément bien en dessous de Rade Krunic. Le problème de la rotation, je pense que là où il est le plus grand, c'est pour Zlatan. Hein. Je pense pas qu'il se pose sur Pobega Bresciani. Hein. Le fait pour moi, on en parlait déjà la semaine dernière, mais j'aimerais vraiment pas être à la place de Colombo actuellement. Il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Il est trop jeune pour assurer une doublure de Zlatan. Ça fausse ses premières performances. Il a que 18 ans. Et on n'a pas, pour moi, le plus gros point noir, c'est là. Hein, c'est ne pas avoir recruté même un joueur à 2-3 millions d'euros. Simplement un buteur qui a de l'expérience, qui est capable et qui sait mentalement se dire qu'il va jouer ce rôle de second couteau toute la saison. Parce que là, Colombo en doublure de Zlatan, c'est très, très, très léger. Mais la solution sera Leao. Enfin, je me trompe, Yam, si tu me diras ce que tu en penses. Mais pour moi, Leao sera la doublure idéale de Zlatan cette saison. Je voulais dire, vous parliez du fait que le côté droit était une satisfaction, du fait que Calabria commence à ses bons matchs. J'aimerais juste recontextualiser. On a quand même joué Crotone, Spezia et Bien sûr. Bologne. Donc, c'était pas des grosses écuries. Et on a vite vu que Calabria, après son très beau match contre Bologne, le match suivant, il s'est vite retrouvé dans le mal. Et en particulier contre Jens-Peter Haug, où c'était un joueur avec un niveau technique un tout petit peu plus élevé, un tout petit peu plus intelligent. Et Calabria était à la ramasse. Donc, moi, je suis pas d'accord pour dire que le côté droit, c'est une satisfaction. J'aime Calabria, j'ai rien contre lui, mais pour moi, ce côté droit, si maintenant Stefano Pioli décide de ne pas faire jouer Brahim Diaz à droite, on n'a aucune satisfaction sur ce côté droit du fait que c'est Castillejo qui joue
et Calabria qui est pour moi beaucoup trop tendre, trop léger. Et le reste qui suit, c'est des remplaçants, quoi. C'est Dalot qui vient découvrir la Serie A, Conti qui a un niveau exécrable. Et Kalulu, pour moi, ce serait Kalulu qui devrait jouer. Après, je sais pas si ce qu'il a fait en préparation, ce sera la même chose en Serie A. Et pour moi, c'est Kalulu qui doit jouer. Et pour l'instant, pour moi, une des choses pour lesquelles je ne suis pas satisfait de ce mercato, c'est parce que on repart en saison 2020-21 avec ce même côté droit qui a un niveau assez apathique. Diego? Oui, moi je pense quand même parce que par rapport à Calabria, c'est vrai qu'il a eu du mal contre le Bodø Glimt à garder Augué sous son contrôle, mais il faut quand même voir que contre Bologne, il se retrouve face à Barrow, qui est un joueur extrêmement difficile à marquer, avec un très bon sens du positionnement. C'est un attaquant franchement, je trouve que c'est un attaquant très bon, et on ne l'a pas vu, on l'a très rarement vu contre Bologne. Je pense que Calabria n'est pas à exclure à cause du mauvais match qu'il a fait enfin, bon, mauvais match encore, parce il a assez bien géré comparé à ce qu'il faisait la saison dernière. Je pense que Calabria doit quand même être pris en compte comme un joueur qui est en reprise de confiance. Et je pense que si on lui maintient cette confiance, il peut reprendre un niveau plus que convenable. Ouais, moi je pense aussi. Je pense que c'est un joueur sur cette saison-là, en tout cas, on joue pas encore avec des champions, on est cantonné à la Ligue Europa et à chercher une 4e place. Je pense que voilà, c'est un poste, de toute façon, c'est le poste de défenseur droit. Ni Naples, ni la Juventus, ni toutes ces équipes-là, mis à part peut-être l'Atalanta qui a un bon joueur à ce poste-là, mais n'a pas un joueur de gros calibre. Et je pense que voilà, Calabria peut avoir les épaules pour tenir cette saison. Après, de toute façon, s'il est mauvais, on a quand même des joueurs derrière, mis à part Conti. Je pense que Dalot et Kalulu sont peut-être de bonnes options à voir. Mais je pense que vraiment la faiblesse de notre équipe cette année, c'est ce poste d'ailier droit. Et d'où ma prochaine question, les gars. Moi, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et je me suis dit pendant peut-être pas 10 ans, mais pendant 7-8 ans, on a eu ce côté droit, ce poste d'ailier droit qui était notre principale satisfaction avec Souzo, qui était vraiment le métronome de l'équipe et la star de notre équipe, on va pas se mentir. Depuis qu'il est parti, c'est le poste qui est le plus faible dans notre effectif. Enfin, voilà, il a laissé un vide que Casillero n'a pas su combler. Donc, je vais vous poser cette question. Est-ce que fallait-il finalement pas garder Souzo, Yams? Si, pour moi, il fallait clairement le garder. Et je pense que la vente de Sousso, ça a été fait dans la précipitation. Comme tu dis, voilà, il est là depuis 2014. Il a toujours apporté satisfaction. Il a toujours apporté, c'était lui le leader offensif. C'était notre lumière. Et j'ai envie de dire, combien de mauvais mois, on l'enlève. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit, les dirigeants se sont dit, on le vend et c'est pas grave, on va laisser Castillejo rejouer. Moi, je comprends pas. Pour moi, c'est le cas Sousso, c'est une anomalie. C'est-à-dire qu'il a vraiment été géré sur du court terme. Pour moi, on a vu que Sousso, soit ils se sont dit, il progressait plus, soit ils se sont dit, oh, il est mauvais, il faut s'en débarrasser. Enfin, même moi, je comprends pas comment est-ce qu'ils ont réfléchi pour sa vente. Et finalement, on se retrouve avec Avec des problèmes, Castillejo ouais. titulaire. Voilà, c'est ça. On se retrouve avec d'autres problèmes. Moi, la seule chose, pardon, pour laquelle je suis content que Sousso soit parti, c'est que c'est un joueur qui mérite tellement mieux que l'AC Milan, parce qu'il faut dire qu'il stagnait chez nous. Et ça se voit direct, quoi. En 6 mois, il arrive à Séville, il a gagné une Europa League et il sort déjà des gros matchs contre le Barça, etc. Donc, il était clairement au-dessus de notre effectif. Mm. Et c'est que là qu'on se rend compte qu'on a perdu un grand joueur. Diego? Moi, je suis plus mitigé sur cet avis. Évidemment, j'ai envie de dire à Sousso, merci pour les travaux, hein, parce que Mm. c'est un des peu de joueurs desquels on va se souvenir de cette bande Terrera qu'on s'est mangé pendant 6-8 ans, où on avait maximum par saison 2-3 joueurs qui nous faisaient plaisir. Hein. Mais d'un autre côté, je pense que c'est un joueur qui avait fini son cycle à l'AC Milan. Je ne pense pas, même si c'est vrai que par rapport à Castillejo, c'est une différence très grande. Je pense quand même que Sousso n'aurait pas performé sous le Milan de maintenant. C'est pas, je ne- Déjà Pioli, ça se voyait qu'il n'était pas fan du joueur. Il a préféré Castillejo très vite. Et je pense que c'est mieux de l'avoir vendu à un prix franchement assez raisonnable
que de l'avoir laissé pourrir sur le banc, juste en attendant que Castillejo rate un match pour le refaire rentrer dans la rotation, puis pour que Pioli se rende compte encore une fois qu'il ne l'aime pas, et ainsi de suite, dans un cycle où Souzo n'arrivera jamais à performer, un peu comme dans le cas où on s'est retrouvé avec Paqueta. On l'a vendu à sa valeur marchande. Je crois que c'était 25 millions à peu près. Je pense que c'est ce qui valait au moment où on l'a vendu. Moi, ce que je regrette dans le cas Souzo, et ça rejoint un peu les propos d'Iams, c'est finalement tous les problèmes que ça engendre derrière. Parce que finalement, on n'avait pas besoin de ces problèmes, mais quand on voit le casse-tête que ça a été pendant tout le mercato, de qui on recrute à droite, quelle est la meilleure solution, Chiesa, Orsolini, je ne sais plus les noms qui sont sortis dans la presse. Mais voilà, finalement, Souzo, on aurait récupéré Souzo. On n'aurait surtout pas laissé partir Souzo. Je pense qu'on n'en serait pas là. Je pense qu'on aurait vraiment un quatuor offensif gigantesque avec Ibrahimovic, Rebic et Hakan Çalhanoğlu. Gigantesque, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas de très bonne facture. Donc voilà, moi, Souzo. Après, on ne faut pas oublier non plus que c'est Zlatan qui a voulu Castillejo à ses côtés. C'est Zlatan qui a très vite favorisé Castillejo. Et du coup, Souzo ne se voyait pas faire la doublure. Après, je pense que c'était une question de temps avant qu'il récupère sa place parce que Castillejo, au bout de 3-4 matchs, aurait gentiment laissé sa place à Souzo. Le problème des dirigeants, c'est qu'ils ont jugé Souzo parce que c'était la tête de l'effectif, enfin, voilà, la star numéro 1 sur le terrain, en tout cas sur les joueurs de champ, et que voilà, tout le monde a été dégueulasse sur la première partie de saison jusqu'à janvier. Il a fallu un bouc émissaire en la personne de Souzo. Ça n'a pas été les seuls parce que je me rappelle que sur les réseaux sociaux, ça tapait beaucoup sur Souzo, vivement qu'il parte, etc. Il ne sert plus à rien, c'est vraiment téléphoné, etc. Ses gestes, il fait toujours la même chose. Beaucoup en avaient marre mais maintenant, avec du recul, je me dis finalement, pour tous les problèmes que ça a amené, on aurait peut-être dû le garder. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Théo? Pour le coup, je pense qu'on néglige bien trop le contexte de son départ pour avoir du coup. Je comprends vos avis de se dire que l'avoir dans ce 4-2-3-1 serait évidemment, on va dire, on compléterait les trois joueurs performants qu'on a actuellement, parce que évidemment que le couloir à droite, c'est un peu notre bémol. Mais c'est tellement un joueur à remettre dans son contexte que personnellement, je ne regrette pas son départ. C'était un titulaire indiscutable dans le 4-3-3, dans les 4-3-3 qu'on a connus, mais il n'a jamais eu cette opportunité de jouer dans un 4-2-3-1. Les seuls changements de dispositif qu'il a connus, c'est quand il a été positionné en 10 sous Gianpaolo, et ça n'a clairement pas été une réussite. Et il n'a pas eu le temps de connaître réellement son poste, ce qu'il aurait pu, valoir dans le 4-2-3-1 de Pioli, parce que comme tu le disais très justement, c'était Castillejo le titulaire, et il avait simplement son drôle de roublure. Moi, le souvenir que j'en garde sur ces 6 derniers mois, c'est un joueur qui n'était pas bon, qui était bien trop stéréotypé dans ses appels. C'est pas pour autant que j'oublie les nombreuses saisons où il a sauvé et le statut de star qu'il avait, tu le disais très justement. Après, de là à regretter son départ, non, je pense que c'est un trop grand mot. Déjà parce que les 25 millions qu'il nous a permis de récupérer, on les a réutilisés ensuite. Donc, rien que par rapport à sa valeur marchande, je regrette pas ce transfert. Et non, je pense que vraiment en termes de contexte, on était sur la fin d'un cycle où soit il avait du temps de jeu dans ce nouveau dispositif-là, et c'était au risque de perdre de sa valeur marchande et peut-être de ne pas récupérer de l'argent dessus, soit on le vendait, et c'est ce qu'on a fait, on récupère 24 millions dessus. Et je trouve que c'est pas négligeable dans la mesure où moi, c'est un joueur qui, pour moi, n'aurait pas eu le même apport dans le 4-3-3 qu'il aurait eu dans le 4-2-3-1. C'est un joueur qui rentrait dans l'axe, qui était toujours disponible pour lancer un attaquant en profondeur, qui était capable d'occuper une très très grosse partie du front de l'attaque, une répartition telle que j'arrive pas à voir comment il aurait eu ce rôle-là dans le 4-2-3 en fait. Tellement il aura peut-être bouffé sur le rôle de Hakan. Peut-être que Zlatan n'aurait pas été le style d'attaquant qu'il aime en profondeur ou sur des centres au deuxième. Enfin, c'est une complémentarité et un mélange que j'imagine pas. Après, ce sera toujours de la supposition parce qu'on l'aura jamais vu jouer dans ce 4-2-3-1. Mais personnellement, je regrette pas son départ de par le contexte et surtout de par le prix et du coup le transfert qui nous a permis de faire. Diego, pour finir sur ce sujet. Oui, aussi, je pense qu'il faut voir aussi ça du point de vue que l'argent qui nous a permis d'empocher, enfin, disons ces 24-25 millions, je pense pas qu'on les aurait eus par exemple, si on n'avait pas décidé d'accorder ce prix avant avec Séville, on les aurait pas eus. Hein. Comment dire? Kier, par exemple, on l'a eu pour 3 millions.
Je pense que si le prix avait été décidé après la crise du Covid, Mm. Séville ne l'aurait pas lâché pour moins de 10 millions. Et pareil pour Sousso, je pense que Séville n'aurait pas été autant prêt à offrir autant d'argent pour Sousso après la crise du Covid. Donc je pense que c'est très bien qu'on ait réussi à accorder un prix avec Séville. Ça nous rapporte une belle somme d'argent. Sousso est un joueur que j'ai beaucoup aimé, mais que je pense qu'il fallait laisser partir pour le joueur et pour l'équipe. C'est mon avis. Très bien. À titre de comparaison, Souzo vaut actuellement 16 millions selon Transfermarkt. D'accord. 8 Donc, millions de perdus en 6 mois. Évidemment, je pense que Diego le dit très justement, l'impact des transferts post-Covid, il est immense et ça aurait tel. Enfin, sincèrement, là, et franchement, je vous pose la question, on vend Souzo 15 millions, vraiment bradé. Il vient de sortir de 6 mois par mois avec Milan, on le vend 15 millions. Les 10 millions de différence, les 10 millions, ils vont beaucoup trop faire la différence. mm. En termes de finances, c'est vraiment pas, c'est pas c'est pas une somme qu'on pouvait négliger en fait. Et non, on peut pas avoir de regrets sur ce départ-là. Pas avec le prix qu'il nous a rapporté en tout cas. Eh ben, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, Yams et moi, nous sommes plutôt favorables au fait que Suso aurait dû rester. Ce n'est pas l'avis de Théo et Diego, ce qui fait la magie de ces débats. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Tu veux rajouter un truc, Yams? Oui, alors brièvement, vous parlez beaucoup du fait qu'on a récupéré de l'argent de Sousso, qu'il y avait un contexte à son départ, etc. Et comme avec Guillaume, je le soulignais, cet argent n'a pas été réinvesti. Donc oui, alors est-ce que regrette le départ de Sousso lui-même, la personne? Alors oui, forcément un peu, parce que j'étais très attaché, mais on peut aussi regretter le fait que derrière, on s'est créé d'autres problèmes. Et je pense que on devrait tous être catégoriques sur ça, sur le fait de dire que là, notre attaquant droit est minable et que je pense que Sousso, même comme tu parlais aussi du 4-2-3-1, je pense qu'il aurait pu être tellement meilleur que Castillejo. Se marcher dessus avec Akan, je sais pas, je sais pas. Mais finalement, je pense qu'on est perdant sportivement et même cet argent qu'on a récupéré, on l'a pas réinvesti. Donc pour moi, oui, c'est une double peine. Très bien. On va changer de joueur et de sujet. On va parler désormais de Paqueta. Retour sur son échec à l'AC Milan. Dis-nous, Théo, résume-nous un peu son parcours à l'AC Milan. Ouais, effectivement, Paqueta, c'est fait. C'est plus un joueur du Milan AC. Il a quitté le club lombard, direction l'Olympique Lyonnais. Franchement, Paqueta, je crois que je me rappellerai vraiment de son arrivée. On le signe en période de mercato estival, mais c'est seulement le 3 janvier 2019 qu'il débarque à Milan. À l'époque, c'est un joueur qui sort de deux grosses saisons avec Flamengo, encore assez jeune, et on sait que c'est un joueur en numéro 10. Il est rapidement titularisé. Sa première saison est quand même relativement intéressante. Pas beaucoup de buts, certes, mais un apport technique qu'on n'avait pas forcément. Je trouve qu'il avait une très belle relation sous Gattuso. Malheureusement, l'arrivée de Pioli remet pas mal de choses en question parce que déjà sous Gianpaolo, il avait pas beaucoup de temps de jeu, mais sous Pioli, dans ce 4-3-3-là, il n'a pas de temps de jeu parce que c'est pas un joueur de couloir et il est trop bas pour jouer 8. Et dans le 4-2-3-1, je pense que son match référence est celui face à la Spal Mm. parce que c'est celui où il a été capable de jouer à son réel poste, qui était numéro 10. C'est un joueur qui a été titularisé, je me souviens, face au Napoli, si je ne dis pas de bêtises, 45 minutes en jouant sous un couloir et il a été sorti à la mi-temps tellement il n'était pas dans son match. Euh, c'est un mix entre de la frustration et un manque une capacité à s'adapter qui n'était pas assez bonne pour ce joueur-là parce qu'on s'est rendu compte que quand il jouait pas sur un couloir, il n'était pas du tout au rendement espéré. J'aimais beaucoup le joueur. Je pense que je continuerai à suivre ce qu'il a fait à Lyon, ce qu'il va faire à Lyon, pardon. Mais ouais, ma principale déception, c'est ça. Me dire que malheureusement, c'était un numéro 10 et que malheureusement, pour la deuxième fois, on avait des meilleurs numéros 10 et qui, du coup, il a pas eu ce temps de jeu qu'il méritait forcément. Et voilà, de voir que c'est pas encore un joueur qui est capable de jouer côté dû à sa formation au Brésil et la formation qu'il en a eue ici en Italie. J'ai beaucoup de regrets sur le départ de son joueur. Malheureusement, je pense qu'on ne reverra pas de sitôt sous la tunique milanaise. Je vais donner la parole tout de suite à nos invités. Moi, juste pour rebondir vite fait sur ce sujet, ça va être rapide. Pour moi, c'est un joueur qui s'est mis des bâtons dans les roues tout seul en ne refusant quasiment, parce que quand on voyait ses prestations, pour moi, c'était un refus de jouer à ces postes-là. Il refusait de jouer au poste de milieu centre et d'ailier. Donc finalement, c'est un joueur qui s'est
cantonné à ce poste de milieu offensif. Il arrivait à Milan en se disant je vais être titulaire dans ce Milan parce que j'ai coûté 35 millions au club et je sais jouer milieu offensif. Sauf que pas de bol, Akan s'est retrouvé meilleur sur le post-Covid. Franchement, ça se tirait la bourre jusqu'ici. Hein. La première partie de saison était dégueulasse autant pour Akan que pour Paqueta. Mais c'est vraiment sur la deuxième partie et la reprise du championnat que Akan a fait la diff au détriment de Paqueta qui ne peut jouer à aucun autre rôle. Donc forcément, il a fallu soit il a accepté le rôle de remplaçant en Ligue Europa, etc. Il aurait eu du temps de jeu, je pense. Il a préféré partir à Lyon. C'est pas un mauvais choix. Je suis quasiment convaincu qu'il va réussir en Ligue 1 parce que c'est un championnat, je pense, qui va mieux lui convenir que la Serie A. Et voilà, c'est un joueur, genre, je sais même pas si je peux avoir des regrets parce que il est arrivé, bien sûr, quand il est arrivé, on s'est imaginé, voilà, et nous, pas les seuls, parce qu'on s'est imaginé le duo avec Piatek qui allait foudroyer toute la Serie A. Ça l'a pas été. J'ai été davantage déçu par Piatek que par Paqueta, parce que Piatek, voilà, on sentait vraiment, enfin moi, j'ai senti vraiment ce côté malédiction avec le 9. J'ai pas compris ce qui s'est passé à l'intersaison avec ce joueur. Paqueta, voilà, je le voyais pas faire ses matchs, être l'ombre de lui-même. Donc je pense qu'il était temps pour lui de partir. Diego. Oui, donc il y a aussi quelque chose que je me dis par rapport à Paqueta, c'est que si on prend, disons, ce qui est son match référence sous Pioli, qui est le match de la SPAL, euh, c'est un match où j'ai l'impression que ça montre ce qui manque à Paqueta, c'est-à-dire il manque de réalisme, je trouve, dans le sens où un 10 moderne, je trouve, se doit de savoir jouer techniquement, parce qu'on ne peut pas nier la prouesse technique de Paqueta, c'est un joueur qui est très à l'aise avec la balle, mais je trouve que Paqueta n'a pas été assez réaliste dans son approche du jeu. Il n'arrivait pas à convertir certaines chances qu'il avait, il n'arrivait pas à trouver ses espaces, ses passes que Hakan Çalhanoğlu trouve maintenant, au poste de numéro 10. Et donc, c'est aussi un regret dans le sens où il n'était pas fait pour l'équipe de Milan actuelle. Il n'avait pas le rôle qu'il fallait à Milan. Et d'ailleurs, il a aussi fait souvent preuve d'une certaine nonchalance sur terrain et même en dehors. On a souvent entendu qu'il ne faisait pas assez d'efforts pendant les entraînements. Mais contrairement à Leao, souvent, on lui reproche beaucoup aussi sa nonchalance, Leao, au moins, même si c'est vrai que beaucoup de matchs, il peut te sembler qu'il ne fait pas d'efforts ou quoi, finalement, souvent il marque, souvent il te fait la différence. Contre la Spezia, on l'a bien vu. Il fait un début de match catastrophique, puis il met son doublé. C'est pas une très grande prestation, mais il te marque la différence. Paqueta n'a jamais réussi à faire ça. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle je pense que c'est un flop. T'es satisfait, toi, de son départ, Yams? Donc, je vais rejoindre ce que disait Diego. Pour moi, Paqueta n'a pas eu sa chance parce que Pioli, j'ai l'impression un peu il est accro aux statistiques. Donc, Paqueta faisait de super matchs. Un bon exemple, il fait un super match contre la Juventus. Je sais plus si vous vous en rappelez, si je me trompe pas, c'est sous Pioli. Et le match d'après, il ne joue pas. Pour quelle raison? Simplement parce que il n'a pas conclu ses efforts, il n'a pas été au bout de ses efforts, il n'a pas sorti une passe décisive, il n'a pas sorti un but. Et je pense que c'est pour ça que pendant toute sa période Milan, il a été un peu lésé. Il n'a pas été mis en valeur. Parce que malgré qu'il faisait de super prestations, qu'il faisait jouer les attaquants, et c'est surtout ce qu'on lui demande à son rôle, il n'arrivait pas au bout de ses efforts. Et à la différence de Hakan Çalhanoğlu, qui, sur le terrain, ce n'est pas le meilleur joueur, mais même dans des mauvais matchs, il peut te sortir une passe décisive ou un but. Et surtout, dans sa meilleure forme, Hakan Çalhanoğlu, où il arrive à te sortir une passe décisive, un but par match, et que Paqueta rentrait, faisait certes des bons matchs, mais ne sortait pas ses passes décisives et ses buts. Je pense que c'est ça qui l'a carrément, qui l'a puni sur le banc. Et pour moi, Pioli est accro aux statistiques. Alors moi, je suis déçu de son départ parce que Paqueta a apporté vraiment quelque chose de bien et on l'a vu dans tous ses bons matchs. Dans ses bons matchs, c'est où il a été mis à son poste, où il a été mis en 10. Il a toujours apporté quelque chose de bien. Mais finalement, il n'a pas été, on n'a pas vraiment donné sa chance juste parce que
Voilà. Il n'était pas au goût de Pioli. Il n'était pas au goût de Pioli, alors que pour moi, c'est un super joueur qui peut vraiment aider une équipe à jouer. Il a transformé des matchs, je sais plus si vous vous rappelez, comme celui de la Roma après le Covid, Mm. où il a relancé une équipe qui était molle, sans rythme. C'est de quoi est capable Paqueta, mais je pense que Pioli ne l'a pas compris. Il voulait absolument qu'il soit décisif. Ça s'entend aussi, mais il s'est fait punir et pour moi, il pouvait pas continuer dans ce Milan, quoi. Il n'était pas pour Pioli. Au-delà de la déception sur le terrain, j'en parlais précédemment, j'ai une déception en termes de gouffre financier. C'est monstrueux ce qu'on perd. On investit 73 millions sur Paqueta et Piontek. Je ne sais pas si on se rend compte. Ouais. On claque 32 millions sur un joueur qui fait une demi-saison extraordinaire, en l'occurrence Piontek, et on claque 38 millions sur un joueur qui n'a jamais évolué en Europe. Le retour de bâton, il est terrible. On les vend et on prend une perte de 30 millions sur ces deux joueurs. 24 millions pour Piontek au Hertha Berlin, 20 millions pour Paqueta à Lyon. Je ne sais pas si c'est une représentation des transferts qu'on a loupés, mais c'est une déception énième sur la gestion de notre mercato et surtout la gestion de l'avenir et des joueurs prometteurs parce que c'était une doublette. Bon, je me souviens encore de la une de la Gazzetta sur Piontek et chacune de ses caractéristiques qu'il avait, Mm. ou la tête de Kaka, l'intelligence de jeu de Shevchenko, le corps d'un cyborg, ou sur les comparaisons entre Kaka et Shevchenko et Paqueta et Piontek. Enfin, un truc qui avait pris une proportion à l'époque qu'on semblait juste tellement on était impressionné par les joueurs, mais qui avec le recul laisse un sentiment d'inachevé et d'amertume qui est quand même très très fort. Et c'est vraiment les deux premières choses à laquelle je pense. Le gouffre financier qu'on laisse avec 30 millions perdus sur des joueurs dont on ne sait même pas réellement ce qu'ils vont donner de leur carrière, parce que Piontek, il a quand même 25 ans. Mm. Et Paqueta, j'espère qu'il réussira à Lyon. Mais ouais, énormément déçu par la gestion sur le terrain et financièrement parlant de ces deux joueurs qui vont laisser un souvenir marquant pour nos caisses et pour ce qu'on a vu sur le terrain. Yams. Oui, moi je voulais juste répondre à la question. Je crois que la question principale, c'était est-ce que vous regrettez le départ de Paqueta, c'est ça? Oui. C'est ça, oui. Alors moi je te rejoins Théo. Moi bien sûr je regrette parce que moi j'ai le sentiment de jamais avoir pu voir vu le vrai Paqueta, le Paqueta à son poste. Et comme je le disais tout à l'heure, ça a été un joueur très mal géré et aussi beaucoup d'amertume vis-à-vis de son passage. C'est un jeune, il était très prometteur. On a beaucoup de jeunes qui sont très prometteurs, qui ont leur chance, qui réussissent. Et pourquoi Paqueta n'a pas réussi? Et voilà, on ne saura jamais. Et on a aussi beaucoup mis d'argent sur lui. Très bien. Eh ben, on va passer maintenant à vos notes du mercato. De manière générale, quelle note attribuez-vous sur 10 à ce mercato, Diego? Alors, personnellement, je tournerai autour d'un 7 sur 10. Donc, Ok. pour moi, c'est un mercato réussi. Hein. On a fait, je pense, plus ou moins tout ce qu'il fallait faire. On peut reprocher le manque d'un ailier droit, le manque d'un défenseur central, le manque d'une doublure pour Ibra, mais bon, on ne pouvait pas tout faire. Aussi, il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation où il faut essayer de maintenir une stabilité économique à cause de la crise du Covid. Donc, je pense que c'est aussi une bonne idée d'essayer de ne pas trop investir des grosses sommes sur des joueurs. Et je tournais autour du 6,5, mais il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir, c'est quand même que Maldini et Massara, en termes de négociation, franchement, ils me font plaisir C'est et intelligent. c'est intelligent. Par exemple, je suis très très content de la manœuvre qu'on a fait à la Fiorentina par rapport à Rebic. Ah, c'est génial ce qu'on a fait. Là, je remercie de tout cœur l'Eintracht Francfort. On l'a eu gratuitement, comme ça, il ne fallait pas payer à la Fiorentina et à André Silva. Du coup, ils nous ont juste mis 9 millions pour lui. C'est comme ça que Comiso, Ah, il a dans le bien. deal, on est Il a gagnant. bien Dans le deal, on est gagnant-gagnant parce déjà l'échange, je le trouvais très bien, Rebic André Silva. Et derrière, on récupère quand même 9 millions. Moi, j'attendais pas un centime de plus. Le seul but était de vendre André Silva et de récupérer Rebic. Et derrière, on s'en sort avec 9 millions en plus. sûr. Et en plus, ça fait une petite vengeance par rapport à Comiso qui n'aime pas du tout traiter avec le Milan. On a entendu récemment, bon, est-ce que c'est vrai ou pas, de la question Pezzella, que Milan aurait envoyé une offre et que Comiso n'aurait même pas daigné la regarder. Bon, on verra, faudra bien voir si c'est vrai ou pas. Ou encore le dossier Chiesa, où bon, il Ou était 50 Milenkovic. millions. Bon, et Milenkovic aussi. Et Milenkovic et Chiesa, bon, ils demandent des sommes tellement astronomiques que c'est
c'est irréel. Donc, moi, je suis très content par rapport à ce mercato. On a fait ce qu'il fallait faire, on s'est renforcé, on a bien suggéré nos transferts. Il manque peut-être quelques ventes qui étaient nécessaires à faire, mais je suis très content du travail de Maldini et Massara. Yams. Je mettrais 6 sur 10. 6 sur 10, on a fait certaines bonnes choses, pardon. Mais il y a, comme je disais en début d'émission, il y a quelques manques. Il y a quelques manques, comme des doublures à certains postes qui n'ont pas été complétés. Un petit manque d'ambition. Bon, Thiago, tu dis qu'il faudrait pas trop dépenser, mais on peut aussi se permettre de dépenser, même en période de Covid, parce que pour avoir de la compétitivité. Mais c'est vrai, je souligne qu'il y a un contexte, ce mercato, c'est un mercato durant le Covid. Il faut pas se retrouver dans le mal. On est aussi doucement mais sûrement en train d'essayer de vendre le club. Donc je pense que dans ce contexte, c'est un bon mercato. Mais est-ce que ce mercato va pouvoir nous permettre de nous assurer une place en Ligue des Champions? Ça, c'est un point d'interrogation. J'ai l'impression que les dirigeants veulent simplement créer une équipe compétitive en Serie A et qui puisse continuer à faire des revenus en plus tard revendant des jeunes, quoi. Donc si c'est dans ses ambitions, pour moi, c'est un bon mercato, mais sans plus. Je vais pas m'emballer quand même. Et je vais féliciter quand même l'arrivée de Tonali. Voilà, ça, je vais la féliciter. Donc, c'est pour ça que je mets ce 6 et pas ce 5. Parce que pour moi, il y a autant de oui que de non. Théo. Pour le coup, je rejoins quasiment tous vos avis. Je tiens aussi à revenir sur ce que Diego disait très justement. Maldini a bien géré ce mercato-là. Il a continué à se faire ce réseau du côté de Madrid en allant chercher Brahim Diaz. Ça s'était bien passé l'année dernière quand il a réussi à convaincre Théo Hernandez. Peut-être qu'il arrivera à nous dénicher un troisième joueur comme ça d'avenir au prochain mercato hivernal ou l'été prochain. Après, voilà, il y a quand même des satisfactions et d'autres points noirs. La satisfaction, je rejoins aussi Yams, de recruter Sandro Tonali, même si pour moi, elle était et elle est toujours d'ailleurs indépendante de notre volonté. C'était un joueur qui voulait rejoindre l'Inter. Massimo Cellino l'avait annoncé dès le début du mercato. On ne pouvait pas faire grand-chose contre ça. C'était un jeune joueur courtisé par l'Europe entière. Le choix du cœur aurait parlé, mais finalement, il a décidé de rejoindre Milan. J'en suis très content. L'amour du maillot, etc. autour, j'y crois pour l'instant. Ça se Ouais, trouve j'y crois après, aussi. ce sera peut-être qu'un coup marketing, mais bon, quand tu sais qu'il veut rejoindre le club rival et qu'il se retrouve chez toi au final, ça pose toujours question. Après, ça reste un immense joueur en devenir et j'espère qu'il confirmera chez nous. La note de 6 me paraît juste. 6 parce qu'on peut mettre un point sur chacun des postes qu'on n'a pas réussi à combler. À commencer par la doublure de Zlatan qu'on n'a pas. À commencer par, on continue avec l'ailier droit fiable qu'on n'a toujours pas. La rotation derrière. Et un problème aussi qu'il va falloir qu'on résolve à un moment ou à un autre, c'est la question du gardien de but pour l'année prochaine. Parce que parti comme c'est, on est en train de perdre un gardien qui vaut pour moi minimum 60-70 millions et Donnarumma qui va s'appelle prolonger. Non? Gianluigi Donnarumma. Et je suis pas aussi optimiste que toi sur sa prolongation. Pour le coup, je sens le coup foire revenir. Euh, on l'a prolongé plusieurs fois. Là, il y a vraiment cette prolongation de passer de 7 à 10 millions d'euros, de 6 à 10 millions d'euros, pardon. On a galéré à augmenter notre salaire annuel de 1 million d'euros pour Zlatan. Rayola, on demande 4 de plus. Je suis pas serein, personnellement, pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma. Et ça va devenir un énorme problème au mercato de l'année prochaine. On parlait de bâtir une équipe pour la Ligue des Champions. Là, je pense qu'on va rentrer malheureusement dans cette catégorie de clubs où s'il n'y a pas de Ligue des Champions à la fin de la saison, Là, ça va être financièrement chaud. parlant, ça va être dur. Ça va être Mm. très, très dur. Après, on avait fait déjà un débat du jour autour de la prolongation de Donnarumma et on était arrivé aux conclusions que voilà, si en cas de Ligue des Champions, bien, les finances du Milan seront beaucoup plus saines et là, on pourra prolonger, offrir ces 4 ou 3 ou 4 millions qu'il veut en plus, Donnarumma. Là, le truc qu'on disait, juste pour revenir très vite sur ce sujet, Zlatan voulait passer plus gros salaire du club avec 7 millions, passer devant Donnarumma qui est actuellement à 6 millions. Je vois pas comment on peut prolonger Donnarumma à 8 millions ou 9 millions et le faire passer devant Zlatan alors qu'on a promis ça à Zlatan 3 semaines avant. Donc je pense que Donnarumma, si on veut lui offrir un contrat, ça doit être un truc avec des objectifs à la fin de l'année à remplir. Voilà, prolongation de 7 millions à la fin de l'année parce qu'on vendra Antonio Donnarumma et à ce moment-là, on libère 1 million. Et du coup, on peut l'augmenter quoi qu'il arrive à la fin de saison de 1 million en plus. S'il atteint les objectifs de Ligue des Champions, eh ben, il aura la prolongation qu'il mérite. Et là, à ce moment-là, on reverra pour réévaluer le cas Ibrahimovic. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus
lui offrir 10 millions tout de suite, alors que si jamais, comme tu l'as dit, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, ce sera très compliqué d'assumer un Donnarumma à 10 millions. Et pour le coup, il viendra de signer son contrat, donc il ne voudra peut-être pas s'en aller tout de suite. Yams, tu voulais rebondir? J'ai envie de dire, au tout début, Diego disait qu'il était content parce qu'on a recruté quelques bons joueurs qui ont complété ce 11. Et Théo avait très raison sur quelque chose et je vais le compléter. Oui, moi, je suis pas confiant pour certains dossiers et pas que Donnarumma. Oubliez pas que on a Benacer qui est un milieu de terrain qui est très courtisé par Manchester City, par le Paris Saint-Germain. On est dans un marché européen où on a des latéraux qui existent très peu, des latéraux de cette qualité comme Théo Hernandez. Donc oui, c'est aussi un risque qui part. Alors, est-ce que faire un mercato à petits coups où on va chercher que des remplaçants, c'est bien si maintenant on risque de ne pas être compétitif? Et comme je vais encore te rejoindre, Guillaume, on n'atteint pas le top 4 et ils se barrent tous. Alors là, vraiment, on est mal. Et c'est pour ça que j'ai aussi un petit peu peur et je suis pas totalement satisfait de ce mercato parce que pour moi, il y a un manque. Il y a un manque, on va pas chercher ces plus-values qui peuvent nous permettre de nous assurer cette place de top 4 et cette longévité. Parce que pour moi, je suis persuadé que si maintenant on est cinquième ou sixième, on va voir Théo Hernandez partir, on va voir Ben Nasser partir, Donnarumma risque de ne pas prolonger et finalement on va stagner avec Simon Kier et quelques autres bons joueurs, mais on n'avancera pas. Donc pour moi, ce mercato, il devait être impératif de ramener d'autres bons joueurs de la hauteur de Tonali. Donc Et j'ai un petit regret sur ça. d'accord, mais comme, enfin voilà, il y aura peut-être des ajustements pendant le mercato d'hiver. Moi, je suis content. Au contraire, l'équipe, elle marche pour l'instant. Donc pourquoi acheter plein de titulaires? Après, bien sûr que acheter un titulaire ailier droit, ça nous aurait pas fait de mal. Ça, là-dessus, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi se prendre la tête à acheter des joueurs, à faire un coup le dernier jour un peu foireux, on ne sait pas trop, on va mettre 20 millions sur un Nastasic, sur un Tomiyasu ou quoi, on ne sait pas trop quel rôle ils auront. Moi, je préfère attendre tranquillement. Pour l'instant, on est bien dans le championnat, on fonctionne bien. Après, certes, on a joué 3 petits clubs, mais on est sur une tendance de 19 matchs sans défaite. Bien sûr, c'est un miracle qu'on n'ait pas perdu contre Rio Ave. Mais voilà, enfin, on n'avait pas non plus Romagnoli, on n'a pas Rebic, on n'a pas Ibra. T'enlèves 3 joueurs du top 5 de notre équipe quand même. Donc, franchement, l'équipe, elle fonctionne. Si voilà, on est quatrième ou cinquième à la trêve, pas loin des places de Ligue des Champions, il y aura des ajustements. On aura le budget parce que, comme on l'a dit pendant l'émission, Souzo et Paqueta ont laissé des finances qui n'ont pas été vraiment dépensées pendant le mercato. Donc voilà, moi je suis content qu'on ne soit pas précipité. J'accorde du coup la note de 7 pour l'AC Milan. Pourquoi? Parce que, voilà, comme j'ai dit, on a fait les choses intelligemment. Il y a eu le gros coup Tonali. Faut pas le négliger. Franchement, quand on voit qui était sur le dossier et savoir que c'est nous, le modeste Milan AC en Ligue Europa, qui a réussi à le signer pour combien? Pour 10 millions plus 15 millions et un bonus de 5. Enfin, c'est La fameuse formule à dérisoire. l'italienne. Voilà, mais c'est dérisoire. Franchement, c'est 10 plus 15 plus 5 et on arrive à un total de 30 millions pour un joueur qui, voilà, qui peut-être en vaudra 50 dans 6 mois. On ne sait pas. Mais vraiment, moi, je suis content de ça. 7 sur 10, j'enlève 3 points pour les 3 postes où on n'a pas recruté, à savoir défenseur droit. Pour moi, il fallait peut-être quelqu'un d'un peu plus consistant, mais je trouve que Calabria revient bien. Ailier droit, pour moi, de moins 2 points parce que c'est un peu ce qu'il nous fallait. Pour le cas de la doublure de Zlatan, je tiens à dire que si Léao, on ne le fait pas jouer ici, alors Léao finira comme Paqueta parce que à gauche, c'est barré, à droite, c'est barré. Et voilà, et finalement, il reste que la doublure de Zlatan. Après, si Léao sait prendre et peut prendre son mal en patience, Zlatan, il y en a pour 1 an et demi, 2 ans grand max. Donc, il aura le temps de s'imposer, qu'il fasse sa saison en Ligue Europa, qu'il fasse de bonnes rentrées. Et après, si jamais il performe, je vois pas pourquoi on irait chercher un autre attaquant à la place de lui. Il sera le digne héritier de Zlatan qui lui confiera les clés de l'attaque. Voilà, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, Théo. Bah, pour le coup, je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles on doit revenir. La première, et elle est très pertinemment exprimée, c'est par rapport à ce que disait Yams. Je pense qu'on est dans un tournant parce qu'en 2 ans, on a réussi à reconstruire une équipe qui est capable de jouer l'Europe. Seulement, on est, et il faut être honnête, avec des joueurs qui sont
courtisé par une bonne partie de l'Europe. Théo Hernandez est récemment rentré dans le top 10 des latéraux gauche les plus chers. Benacer peut partir pour une grosse somme, que ce soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Et on a ce 11, on a la question de Didio Donnarumma, on a un 11 où on peut clairement perdre 4 ou 5 de nos joueurs si les objectifs ne sont pas remplis. Dans un contexte où, économiquement parlant, on n'est quand même pas au mieux, c'est pour moi l'une des saisons depuis le départ des cadres en 2012 où on a le plus de pression. On peut comparer aussi dans une moindre mesure à celle de 2013 où on avait Kaka. Mais voilà, après, on accroche la Ligue des Champions. Et puis voilà, après, les 2-3 joueurs prometteurs qu'on avait, on les perd. On perd Balotelli et El Shaarawy. Mais derrière, on savait qu'on allait quand même partir dans du vide parce qu'il n'y avait pas d'investisseurs et pas de trucs sérieux. Là, en 2 ans, on a pas forcément des grands coachs, mais on a un 11 stable et fiable. Et de me dire que là, tout va jouer sur cette saison me fait dire qu'on ne peut pas prendre du tout cet exercice à la légère. S'il permet d'être fini, parce que ce n'est pas encore avec les conditions sanitaires, il faut absolument qu'on le joue à fond, Europa League ou championnat, parce que les conséquences économiquement parlant et en termes de relance peuvent être dramatiques. Si on perd l'intégralité de notre 11, je ne vois pas où on va. Et même si on perd que 4 ou 5 de nos joueurs, c'est 4 ou 5 de nos joueurs grands qui vont nous faire avoir potentiellement le niveau qu'on avait face à Rio Ave. Et c'est pas souhaitable de voir ça sur toute une saison. Je tiens juste aussi à finir sur une chose. Un recrutement qui pour moi était pertinent, c'était celui de Tomiyasu qu'on n'a pas fait, dans le sens où c'est un joueur qui est capable de jouer à droite et dans l'axe. Ça aurait fait une troisième doublure, un troisième joueur qu'on aurait signé couloir droit en plus de Kalulu et Diego Dalot, mais ça aurait surtout fait une valeur stable et fiable dans l'axe, parce que c'est un joueur qui a très bien joué sous Mihalovic et aussi sous Inzaghi à Bologne. Après, on en demandait 25 Anastasie, millions. Hein. On en demandait 25 ouais, millions de ils en demandaient un Tomiyasu. petit peu. Ils en Après, demandaient pour un peu Anastasie, beaucoup. je suis un peu plus mitigé. Ouais. Diego, tu conclus? Pour conclure sur la perspective du club pour le futur, je pense qu'il y a certains cas, évidemment, le cas de Donnarumma, c'est un must, absolument à 100%. Il faut renouveler Gigi Donnarumma, mais il y a certains cas, par exemple Benacer. Moi, je suis de l'avis que Benacer ne reste, même si on accroche des places de Champions League, Benacer ne va pas rester au club très longtemps, selon moi. Un club va forcément, même si on accroche la Champions League, un club va lever sa clause libératoire, que ce soit Manchester City, que ce soit un club en Espagne, en Angleterre, qui tu veux. Mais je pense que Benacer partira. Et je pense que c'est justement à ce moment-là que Tonali aura sa chance. Et donc, il ne faut pas tant, selon moi, s'inquiéter pour les futurs départs, surtout qu'on a construit un projet. On a des perspectives à suivre. On a des Tonali, on a des Gio Donnarumma, des Romagnoli. Tout ça, c'est des joueurs qui, selon moi, sont notre futur et qui, malgré peut-être le futur départ d'un Benacer, le futur départ d'Hakan Çalhanoğlu qui pourrait arriver, je pense qu'on a quand même des bases qui sont des valeurs presque sûres et qui vont nous permettre de rebondir très bien pour l'année prochaine. Je suis très optimiste en tout cas. Très bien. On va clôturer ce sujet autour du mercato de l'AC Milan et on va maintenant élire le joueur du mois de septembre de l'AC Milan. Donc, les gars, je vais vous interroger chacun très brièvement le nom du joueur et pourquoi. Donc, Yams. Moi, j'hésite entre Franck Kessié et Hakan Çalhanoğlu. Bah, tu dois en choisir un. Allez, Franck Kessié, Franck Kessié. Sans conviction, on sent que tu l'as choisi. Non, mais je sais pas, parce qu'il fallait. Non, franchement, Franck Kessié m'a impressionné. Ce mois-ci, il m'a vraiment impressionné. Tous ces matchs presque tous ces matchs étaient réussis. Et voilà, il faut le souligner. Il est vraiment, vraiment mieux revenu que Benacer. Il est vraiment dans une forme phénoménale et il est partout sur le terrain. Il contribue au but, il fait énormément de choses et voilà, il aide vraiment beaucoup. Il est en super forme, donc j'ai envie de le gratifier de ça. Et en fait, Çalhanoğlu sur la même place, même si Çalhanoğlu n'est pas parfait sur tous les matchs, bah, il est très décisif. Et oui, Kessié ou Çalhanoğlu, mais je vais choisir Kessié. Très bien, Diego. Alors personnellement, moi aussi, je suis sur un ballottage. Je tournerai plutôt sur Çalhanoğlu. C'est un joueur qui marque la différence complètement. On l'a vu contre la Spezia, il rentre, il te fait le match. Contre Rio Ave aussi, son entrée fait son match. Et c'est grâce à lui, je pense qu'on le gagne parce que c'est lui qui va provoquer le penalty, c'est lui qui marque le penalty. Donc c'est un joueur qui a été complètement
essentiel pour cette équipe. J'aimerais quand même donner une mention très honorable à Simon Kjær, qui se retrouve à devoir jouer tous les matchs avec à l'âge qu'il a. N'en dis pas trop, ça va venir après. C'est à l'âge qu'il a, il doit jouer un match tous les 3 jours et il tient quand même la baraque super bien. Il joue extrêmement bien presque tous ses matchs. Je suis très content de lui et franchement, pour 3 millions, c'est le meilleur deal qu'on ait fait ces dernières années, vraiment. Ok, Théo, le tien? Je vais me différencier de Yams. J'hésitais entre Kessié et Çalhanoğlu aussi. Je pense que je vais prendre l'Ivoirien, Franck Kessié, parce que ce soit pour l'international turc ou lui, je m'attendais à rien et j'avais quand même l'appréhension d'être quand même déçu, pour ne pas citer cette magnifique série de notre enfance. Mais j'étais pas subjugué, mais en fait, c'est tellement fou le avant-après, le milieu box-to-box complètement inexistant à la transition offensive qu'on a connu pendant tellement d'années, qui marquait juste des pénaltys globalement, c'est triste à dire. Et le double pivot que ça en est devenu, ça m'impressionne et je pense que Kessié mérite cette récompense parce que il revient de tellement loin et on n'en attendait tellement pas grand-chose que de voir qu'il est capable de trouver un rôle. Merci à la rotation d'effectifs, merci à Pioli, merci pour les travaux et merci de nous avoir trouvé un rôle où vraiment on sent que Kessié nous apporte quelque chose parce que c'est indéniable que ce joueur a du talent. On ne le voyait pas forcément dans son ancien rôle où pour moi il était positionné trop sur le terrain, il ralentissait bien trop les contre-attaques ou les récupérations de balles qu'on avait et de trouver cette complémentarité avec un profil aussi différent que lui qui est celui de Benasser. Je trouve ça beau et très content du coup des performances de Kessié sur ce mois-là. J'aurais pu mettre Théo Hernandez, mais il continue de pas nous décevoir, donc on va attendre qu'il nous fasse un mois d'octobre encore plus performant pour espérer les lire d'ici un mois. Et puis pour Akan, je pense que Yams l'a très bien décrit, mais mon joueur du mois, ce sera Franck Kessié. Très bien. Et ben moi, je vais faire plaisir peut-être à Kierisme. Diego, moi ce sera bien sûr, moi j'ai hésité avec Akan et Kessié aussi, tous les trois, mais je pensais que voilà, Kessié et Akan n'allaient pas mal citer, du coup je me suis dit bon, on va peut-être mettre le Danois. Donc pour moi, Kjær est le joueur du mois, 3 clean sheets en 3 matchs en l'absence de Romagnoli, patron de la défense, énorme solidité et présent dans tous mes tops depuis la reprise du championnat. Donc voilà, il fallait saluer les performances de Kjær qui a pris Gabia sous son aile, qui a assuré un peu les faiblesses défensives de Calabria. Donc voilà, pour moi, c'est une réussite ce joueur. Diego l'a dit, 3 millions. On n'est pas loin du deal du siècle si jamais je décide de m'enflammer. Mais voilà, donc du coup, nous sommes d'accord sur le top 3 Akan, Kessié, Kjær. Dites-nous, vous, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, quel est le joueur du mois selon vous? Vous pouvez citer Théo, vous pouvez citer Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic sur les matchs qu'il a joués. Voilà, merci beaucoup Yams, merci beaucoup Diego d'avoir répondu présent merci à à cette toi. question. Merci Théo de ta présence à mes côtés comme à chaque fois. On se retrouve pour le derby. Petite surprise peut-être en préparation pour le derby, on ne vous en dit pas plus, mais en tout cas, on a hâte de vous retrouver. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.